rapide. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau autour de notre régulière capsule ESIC Entrepreneuriat. Donc on se voit, comme vous le savez maintenant, tous les 15 jours pour aborder un thème de l'entrepreneuriat. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous continuez à respecter les gestes barrières. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, j'ai souhaité que l'on aborde ensemble le thème de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Alors, d'aucuns me diront que ce sont deux notions qui sont peut-être antinomiques ou des notions qui n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre. On va prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous montrer un petit peu la relation directe et la relation même de dépendance entre l'éducation et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité en fait à mobiliser en fait des ressources, des équipements pour pouvoir en fait produire une offre et répondre à un besoin identifié sur un segment de marché. L'éducation. Alors, par éducation, on va entendre, c'est vraiment tous les moyens, les apprentissages, que ce soit des apprentissages intellectuels, que ce soit des apprentissages physiques, que ce soit des apprentissages en termes de valeurs, que ce soit des apprentissages en termes opérationnels. Alors, c'est tout type d'apprentissage. Donc, vraiment, l'éducation, c'est tous les moyens, tout type d'apprentissage qu'on va mettre en mouvement pour le développement de l'homme ou le développement d'un projet. Donc, c'est vraiment l'éducation, c'est apprendre à faire. Donc, si on dit que l'éducation, c'est apprendre à faire, comme dans l'entrepreneuriat, il faut faire, vous voyez donc déjà qu'il y a une relation directe. C'est parce que j'apprends à faire et à bien faire que dans le cadre d'un projet entrepreneurial, dans le cadre de la gestion de mon entreprise, dans le cadre de pilotage de mes objectifs, comme j'ai appris à faire, je vais pouvoir en fait faire correctement. L'éducation dont il est question aujourd'hui, c'est une éducation au sens global du terme. Pourquoi? Parce que souvent on oublie d'aborder ces notions éducatives-là. Or, à mon sens, elles déterminent notre niveau d'éducation réel et in fine, elles vont augurer de la manière dont on va diriger, organiser, structurer, piloter nos entreprises et nos activités. Donc l'éducation, c'est vraiment cet ensemble de compétences, de savoirs, d'attitudes, de moyens qu'on va mobiliser pour aller développer quelque chose, développer un être humain, développer une activité. Alors, donc vous voyez très bien ici que l'éducation, c'est l'arme, c'est le bras armé de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que sans une éducation correcte, ça veut dire qu'on n'aura pas mobilisé en fait les moyens et les apprentissages qui permettent de bien penser déjà, et puis de bien réaliser au niveau de l'entreprise, et puis de bien suivre l'activité de l'entreprise. Donc, l'éducation étant le bras armé, si l'éducation est défaillante, forcément que les outils pour pouvoir en fait développer son entreprise seront défaillants, et s'ils sont défaillants, le risque de péricliter, le risque de ne pas se développer est de plus en plus élevé. Donc voilà, je veux vraiment qu'on comprenne que l'éducation, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment le socle, c'est vraiment le condiment essentiel pour l'entreprise et l'entrepreneuriat. Les belles éducations font de belles réussites et les mauvaises éducations, malheureusement, font ou donnent naissance à des mauvaises réussites ou à des échecs, en tout cas réguliers et consécutifs. Alors, maintenant qu'on a fait un petit zoom sur ce qu'on met sur l'éducation et le lien qu'il y a entre l'éducation et l'entrepreneuriat, je voudrais qu'on regarde de plus près quels sont les différents éléments, quels sont les différents postes que je vais intégrer aujourd'hui avec vous dans la famille de l'éducation. Dans la valise de l'éducation, qu'est-ce qu'on va mettre comme différents postes dans cette famille-là?
Alors, le premier poste qu'on va mettre dans la famille de l'éducation, c'est le poste de l'orientation résultat. Qu'est-ce que c'est que ça? L'orientation résultat, c'est votre valeur éducative que vous avez qui fait que vous êtes constamment, régulièrement et de manière continue dirigé vers un résultat précis. Ça suppose donc que vous avez déterminé ce que vous voulez, que vous avez mis en place un résultat à atteindre et que, fort de ça, vous restez focalisé sur ces résultats-là parce que ce qui vous importe, c'est de pouvoir atteindre le résultat que vous êtes fixé. Donc, c'est la première valeur éducative, c'est de pouvoir être orienté, être guidé, être focusé, être aligné et tenir un résultat. Quand on est orienté résultat, qu'est-ce que ça signifie? Être orienté résultat, ça veut dire que je ne lâche pas mon objectif tant que je n'ai pas réalisé ou tant que je n'ai pas la preuve que je prends la mauvaise direction. Tant que je ne suis pas arrivé à ce que je veux, je continue en fait à rester focus. Je ne me déconcentre pas. Je ne cherche pas des prétextes ou des arguments pour justifier soit le statu quo, soit la procrastination. Je reste focusé sur mon résultat. L'orientation résultat, elle va aussi nécessiter de pouvoir mobiliser de l'énergie, de la force, de la puissance mentale, donc la capacité à tenir, de la puissance intellectuelle, la capacité à raisonner, à réfléchir, à structurer. Elle va aussi nécessiter en fait de l'énergie en termes tout simplement de temps, d'heures de temps passées, de travail, d'abnégation, etc. Donc vraiment, être orienté résultat, c'est aussi votre capacité à travailler dur, à travailler longtemps et à ne rien lâcher tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez. Quelqu'un qui est orienté résultat, c'est quelqu'un qui reste concentré, comme je vous l'ai dit, il reste focus sur ses objectifs, il mobilise toute l'énergie possible et imaginable qu'il va aller chercher pour pouvoir en fait atteindre le résultat qui s'est fixé. L'attention va rester focalisée sur le résultat. Alors, j'insiste dessus, pourquoi? Parce que il y a des actions qu'on fait régulièrement qui nous empêchent de rester orientés résultat. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous gêne et qu'est-ce qu'on a tendance à faire et qui nous éloigne de notre concentration, qui nous sort de notre dynamique et de notre obsession du résultat? Souvent, quand on a quelque chose à faire, on sait qu'on doit aller prospecter, par exemple, 100 clients le premier semestre, il faut atteindre 100 clients le premier semestre. On va commencer à chercher des prétextes. Oui, c'est la crise. Oui, les clients, c'est dur. Oui, voilà. On cherche des excuses pour ne pas atteindre ces résultats-là. Sachant que quand on a fixé l'objectif de pouvoir prospecter 100 clients au premier semestre, l'objectif qui a été fixé est forcément un objectif qui a été réaliste, donc qui est smart. On part du principe que vous avez fixé quelque chose de réaliste, d'atteignable, de spécifique, de mesurable, de limité dans le temps, etc., etc. À partir du moment où vous avez en toute conscience et sur la base des éléments factuels déterminé que vous allez prendre cette direction, donc vous allez pouvoir faire au premier semestre sans prospection client, et bien il faut y aller. C'est pas parce que c'est dur qu'on doit s'arrêter. Au contraire, plus c'est difficile, plus il faudra retrousser les manches pour atteindre les 100 prospections que j'ai mentionnées ou que je souhaite avoir au bout de mon premier trimestre. Donc, on a tendance à chercher des prétextes, à chercher des excuses, à chercher des arguments. Donc, le premier piège, c'est commencer à chercher des excuses.
Dès que vous êtes dans une dynamique de chercher des excuses, ça veut dire que vous n'êtes plus focalisé sur le résultat. Et quand vous n'êtes plus orienté résultat, ça veut dire que vous êtes orienté sur les blocages qui vont inexorablement et inévitablement se dresser sur votre chemin. Bien sûr que vous allez avoir des contraintes, forcément il y en a tout le temps. Mais quand vous ne regardez que les contraintes, votre énergie va être perdue dans les contraintes. Vous allez chercher, en fait à vous plaindre, à vous lamenter, à vous justifier. Et toute cette énergie-là que vous gaspillez là-dessus, c'est une énergie qui n'est pas mobilisée sur le résultat que vous êtes fixé. Donc, le premier piège à cette orientation résultat, c'est de commencer en fait à chercher des prétextes, s'arrêter, trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'on a prévu de faire. Deuxième écueil, deuxième piège, souvent on se décourage très facilement. On se dit je dois faire 100 prospections et puis je dois le faire en un semestre, ce qui équivaut, ce qui équivaut peut-être à 10 prospections peut-être par semaine, c'est juste un exemple. Eh bien on n'en a fait que 4 ce semestre, ils disent oui c'est dur, j'en ai fait que 4, mais oui mais il y a encore du temps pour rattraper, pour récupérer. Si on en a fait moins que prévu sur un temps limité, il faut justement essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a coincé. Et fort des renseignements et des enseignements qu'on aura pu récupérer de notre expérience, on pourra justement remettre les choses en place, réadapter notre démarche, réadapter notre moyen, réajuster en fait notre approche pour rester dans le cap des 100 prospections par semestre. Donc c'est vraiment se dire on ne se décourage pas. C'est pas parce que ça marche pas d'un premier coup qu'on va dire que ça ne marchera jamais. Au contraire, très peu de choses marchent d'un premier coup. Moi je travaille depuis bientôt plus de 30 ans. C'est rare d'avoir un projet, une action qui, premier coup ça marche. C'est très très rare. En général, on trime, on transpire, on revient, on renégocie, on réfléchit, etc. pour arriver in fine à atteindre ce qu'on veut. Donc, les pièges à éviter, c'est un, ne pas se décourager, et deuxièmement, ne pas s'arrêter au premier obstacle. Ça, c'était le premier élément de l'éducation. Et ça, l'orientation au résultat, c'est vraiment une éducation. C'est vraiment une orientation intellectuelle que vous allez vous dire, je veux aller jusqu'au bout. J'ai décidé d'aller jusque-là, et bien j'y vais. Et quand vous avez cette orientation de résultat, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de ne pas y arriver. Normalement, vous ne devrez pas être à l'aise. Vous devrez être gêné, vous devrez être peiné, vous devriez être désolé de vous-même de ne pas y être arrivé. Donc, quelqu'un qui est vraiment orienté résultat, fait tout pour, se bat pour, ne se décourage pas. Et surtout, quand il n'y arrive pas, il se remet en question, il redouble d'efforts pour pouvoir en fait se donner les moyens de faire mieux et de pouvoir, in fine, aller là où il veut aller. Alors, ça, c'était le premier point de l'éducation. Et c'est vraiment une éducation, pourquoi? Parce que ce sont des choses, ce sont des points ce sont des attitudes, ce sont des comportements, ce sont des états d'esprit qui s'acquièrent dans votre éducation quand vous êtes jeune, éducation familiale. Ce sont des attitudes qui s'acquièrent aussi dans le cadre de votre éducation scolaire. Ce sont aussi des attitudes qui s'acquièrent dans le cadre de l'éducation sociale, vos amis, votre réseau, vos associations, etc. Mais des fois, ni les parents, ni le cercle familial, ni l'école, ni l'université ne nous a bien aguerris sur ces valeurs éducatives-là. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un environnement familial, un environnement scolaire, un environnement universitaire ou des amis qui nous ont mis sur cette voie qu'adultes, on ne peut pas s'auto-réguler. Si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents, une famille, une école qui nous met sur la voie de l'orientation résultat, donc un des piliers de l'éducation, si on n'a pas cette chance-là, rien n'empêche, quand on est adulte, de pouvoir travailler dessus et de pouvoir s'auto-éduquer pour pouvoir en fait combler les lacunes
les lacunes personnelles, et puis pourquoi pas monter en compétences et développer de manière intéressante ce que vous n'avez pas pu développer dans votre éducation antérieure. Hein? On n'est pas responsable de son éducation, mais on est responsable de qui on est au moment où on parle. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc deuxième pan de l'éducation que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de responsabilité. L'éducation, dans l'éducation, il y a aussi la capacité et la propension que l'on a à être responsable de ce que l'on fait. Ça veut dire quoi être responsable? Ça veut dire que quand je pose un acte, j'assume entièrement les conséquences de l'acte que j'ai posé. Ça veut dire qu'avant de poser un acte, je réfléchis aux impacts, je réfléchis aux conséquences et j'assume pleinement et personnellement les conséquences de l'acte que j'ai posé. Et je suis redevable, je dois rendre des comptes par rapport à l'acte que j'ai posé. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Pourquoi c'est important ça dans l'entrepreneuriat? Parce que vous serez amené à réaliser des choses qui sont souvent en dehors de votre sphère d'influence, mais souvent à l'intérieur de votre sphère d'influence. Et tout ce qui touche votre sphère d'influence, c'est-à-dire votre zone de contrôle, vous êtes responsable à 1000% de ce qui s'y passe. Et donc, à partir du moment où on est responsable et qu'on accepte de l'être, on fait tout pour que les conséquences de nos actes permettent de nous mettre en lumière, permettent d'avancer, permettent de se développer. Donc c'est en ça que c'est important d'être responsable. Alors, quels sont les pièges de la responsabilité? Les pièges de la responsabilité, en fait, c'est premièrement souvent quand on veut fuir ses responsabilités. Alors, pardon, être responsable, c'est aussi savoir que la réussite des actions qu'on mène dépend de nous. L'entendre comme tel et agir comme tel. Si mes résultats dépendent de moi, ça veut dire que c'est moi qui vais impulser la dynamique. C'est moi qui vais donner le tempo. C'est moi qui vais donner la couleur de ce que je vais pouvoir obtenir. Et donc, si je mets le paquet, je risque d'obtenir ce que je souhaite, vers où je tends. Donc, la notion de responsabilité vient appuyer notre capacité, notre force. Elle sert justement à se dire, comme je suis responsable, comme ça dépend de moi, eh bien, je mets le paquet. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je sors de ma zone de confort. Je me bats comme une lionne. Je mets en place tous les leviers possibles et imaginables qui dépendent de moi pour atteindre le résultat. Ça suppose aussi de bien prendre conscience de ses capacités, de ses compétences, de sa force de frappe. Et c'est parce que je prends conscience de ça que je mesure où j'en suis de mes capacités et est-ce que j'ai les niveaux ou pas le niveau. Et si je vois que j'ai un petit écart, à ce moment-là, comme je suis responsable, je m'organise pour développer mes lacunes, pour les supprimer ou en tout cas les réduire et me donner un maximum de chance pour pouvoir aller là où je veux aller. Donc vraiment, la responsabilité, c'est vraiment se dire, c'est moi qui porte le projet, il dépend beaucoup de moi et parce qu'il dépend de moi, la réussite dépend de moi. Et comme ça dépend de moi, je dois tout faire pour pouvoir obtenir ce que je veux parce que ça dépend de moi. Comme ça dépend de moi, si j'y arrive, c'est parce que j'ai mis le paquet, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Si je n'y arrive pas aussi, c'est parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est ça, être responsable. Donc, prendre conscience qu'on a un rôle majeur dans les actions ou les résultats des actions que l'on a posées. Et donc, c'est aussi le moyen de prendre conscience des leviers, des actions sur lesquelles je dois travailler pour aboutir aux résultats que j'ai ambitieux. Quels sont les pièges qu'on rencontre souvent qui nous empêchent de pouvoir justement exercer à plein régime
notre responsabilité. Le premier écueil, c'est souvent de se victimiser. Oh, je ne peux pas y arriver, je n'ai pas de chance, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas aller, l'autre a essayé, voilà. On commence à chercher des prétextes, on commence à s'auto-mutiler, on commence à dire qu'on n'est pas capable de, ou alors on ne croit plus en sa capacité de faire, voilà. Tout ça sont des freins personnels qu'on va nous-mêmes mettre en place, hein, l'auto-sabotage qu'on va mettre en place pour venir freiner notre niveau de responsabilité. Je ne suis pas arrivée à l'heure. Oh, c'est les transports. Oh, c'est les embouteillages. Oh, c'est... Mais si tu sais qu'il y a des problèmes de transport sur ton chemin, tu peux trouver des solutions. Personne n'est jamais mort parce qu'il s'est levé à 4 h du matin. Hein. Personne n'est jamais mort parce qu'il a marché pendant 1 heure. Hein. Personne n'est jamais mort parce qu'il a fait la moitié du trajet à pied. Ça ne tue personne. Donc à partir du moment où vous savez que sur la route, il y a fréquemment votre trajet, des problèmes de trafic, des problèmes d'embouteillage, c'est de votre responsabilité de vous organiser pour pouvoir en fait contourner ces problèmes-là. Vous vous levez plus tôt, vous partez plus tôt, peut-être que vous marchez, peu importe, vous négociez avec un collègue qui a peut-être une voiture, un covoiturage. Bref, c'est à vous de chercher les solutions pour ne pas subir les situations qui vont vous empêcher d'obtenir votre résultat et qui vont in fine totalement vous déresponsabiliser. Être responsable, c'est se dire je prends les actions qui me permettront d'aller où je vais arriver et je refuse de dépendre des autres. Troisième point que je voulais aborder dans la famille de l'éducation, c'est la notion d'exigence. Ah, mes amis, le degré d'exigence. Ça, c'est une valeur éducative très forte. Et c'est important qu'on soit éduqué ou qu'on s'éduque personnellement à avoir un niveau d'exigence élevé. C'est quoi un niveau d'exigence élevé? Ça veut dire que vous avez de l'ambition. Vous avez de l'audace, vous visez haut, vous visez loin. Tout ça, évidemment, en fonction de vos capacités, des forces en présence, du contexte, etc. Mais eu égard à l'environnement, à vos ressources, aux contraintes et aux opportunités, il faut mettre la barre haut. Parce que c'est en mettant la barre haut, c'est en étant ambitieux qu'on peut se développer. Si la barre n'est pas fixée haut, ça veut dire que vous faites du surplace. Si on veut avancer, il faut se challenger. Il faut aller au-delà. Hein? Avancer, c'est-à-dire faire plus que. Faire plus que. Hein? Faire mieux. Donc, aller au-delà. S'élever dans tous les sens du terme. Donc, cette valeur éducative d'exigence, elle est très importante pour nous tirer vers le haut. Si on n'est pas exigeant, ça veut dire qu'on se contente des situations médiocres ou des situations non satisfaisantes. Et on ne peut pas évoluer avec ça, on ne peut pas progresser. La vie, c'est une perpétuelle situation de croissance, donc d'évolution, de progression, d'amélioration. Cette valeur justement d'exigence, c'est elle qui va nous hisser vers des niveaux supérieurs. Et c'est important de pouvoir se fixer à un niveau qu'on veut atteindre, de l'avoir de l'ambition, de l'avoir de l'audace par rapport à ce niveau-là. Être exigeant, c'est aussi refuser les approximations, refuser la médiocrité, refuser les à peu près, refuser on va se débrouiller avec ça. C'est être exigeant dans les attentes qu'on a. Avoir de la hauteur, avoir de l'ambition, avoir une vision élevée dans ce qu'on recherche pour pouvoir justement se tirer vers le haut. Être exigeant, c'est aussi tout mettre en œuvre pour pouvoir accéder à ce à quoi on prétend, ce qu'on a ambitionné. Être exigeant, c'est aussi suivre les différents chantiers, suivre ce qu'on fait pour s'assurer que ça marche et corriger quand ça ne marche pas et ne pas attendre la fin, le délai pour se dire « Ah, ça va marcher », mais si on avait pris la peine de regarder à chaque étape
et de voir les écarts et de les corriger au fur et à mesure, on serait peut-être arrivé au résultat. Donc l'exigence, c'est aussi le suivi. C'est aussi vérifier que tout marche bien, ne pas attendre la fin pour écarquiller les yeux et dire ça va marcher, mais régulièrement avoir l'exigence du suivi et de la régularité dans la progression étape par étape de ce qu'on s'est fixé. Donc vraiment, l'exigence, c'est ça. C'est vraiment, voilà. Et ça se travaille à tous les niveaux. Ça se travaille au niveau personnel, au niveau d'être exigeant. Ça peut être, par exemple, je refuse, moi, de me coucher le soir, comme ma vaisselle n'est pas faite. C'est une exigence que vous avez. Et c'est important que vous voulez, peut-être ça va vous obliger, en fait, à faire des efforts, à refuser d'avoir une cuisine sale, à refuser d'avoir un bureau qui n'est pas rangé. Soyons exigeants sur des petites choses pour être à l'aise sur les exigences des choses beaucoup plus costaudes. Donc, c'est quelque chose, c'est une valeur qui se travaille, qui s'entretient, qui se développe, et il n'y a pas d'âge pour le faire. On peut commencer n'importe quand. La condition, c'est être motivé et être déterminé à pouvoir travailler cette attitude et cette valeur importante pour l'entrepreneuriat. En entrepreneuriat, si on n'est pas exigeant, on n'aura pas une approche rigoureuse. On n'aura pas une ambition en termes de résultats. On n'aura pas des process clairs. On n'aura pas une orientation qualitative. On n'aura pas le souci du client. On n'aura pas le souci du bien faire. On n'aura pas... Tous ces aspects entrepreneuriaux reposent sur notre degré d'exigence. D'accord? Être exigeant, ça veut dire aussi respecter le contrat qu'on a avec un client et voir aller au-delà. Donc l'exigence, c'est vraiment cette attitude, cette éducation que vous avez qui vous pousse à l'excellence, qui vous pousse à faire du mieux qu'on peut. Et c'est parce qu'on fait du mieux qu'on peut qu'on progresse. Et c'est parce qu'on progresse qu'on se développe personnellement et collectivement. Autre notion, autre valeur éducative dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la discipline. La discipline. Alors ça s'apprend très tôt, très jeune, mais comme je vous l'ai dit pour les autres valeurs éducatives, ça se travaille toute la vie. Et on n'est jamais arrivé, on n'est jamais au top. Tant qu'on a le souffle de vie, il y a une marge de progression. Donc en termes de discipline, c'est quoi la discipline? C'est faire ce qu'on a dit et c'est respecter ses engagements. J'ai pris un engagement, je fais tel que je l'ai prévu. C'est ça la discipline, c'est respecter. Pourquoi? Parce que fixer un objectif à la base, pour atteindre cet objectif-là, pour obtenir un résultat, vous allez dérouler un plan d'action, dérouler des moyens, dérouler des actions, dérouler un planning, dérouler un calendrier. Mais si vous ne respectez pas ce calendrier-là que vous avez déroulé, vous voulez faire 10 clients chaque mois. Pour faire 10 clients, par exemple, il faut par exemple, je ne sais pas, il faut peut-être aller faire 5 rendez-vous pour aller convaincre les clients et les rassurer. Maintenant, si vous ne faites pas ces 5 rendez-vous-là, si vous n'avez pas la discipline de respecter ces 5 rendez-vous-là, vous ne pourrez pas atteindre votre résultat final. Donc, la discipline, c'est votre art intellectuel de pouvoir respecter les engagements que vous avez pris. Et ces mêmes engagements sont primordiaux pour pouvoir en fait aller dans la direction que vous avez choisie. Sans discipline, vous allez errer. Vous allez fonctionner en fonction de comment le vent souffle. Hein? La discipline, c'est ça qui vous oblige, vous donne une direction, vous oblige en fait à aller dans le sens que vous avez objectivé. S'il n'y a pas de discipline, ça veut dire que vous allez partir en fonction du vent, en fonction de ce que les autres veulent, en fonction de comment les autres fonctionnent, mais jamais en fonction de ce que vous-même vous avez décidé. Et de ce qui donc est bon pour vous, ou votre propre évolution, ou votre propre entreprise. D'accord? Donc la discipline, c'est ça qui vous cadre et qui vous permet en fait de rester en alignement par rapport à là où vous souhaitez aller. C'est parce que vous êtes discipliné que vous donnez les moyens d'aller dans la direction que vous avez indiquée. Alors, la discipline, c'est donc la capacité à respecter, à appliquer exactement ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Ça suppose donc de résister aux tentations. La discipline suppose donc aussi de pouvoir gérer ses priorités. Vous avez un budget mensuel.
vous avez affecté pour chaque poste de votre... Vous avez le budget, par exemple, des dépenses. Vous savez que tous les mois, vous devez payer vos salaires pour tel montant, le loyer pour tel montant, les charges pour tel montant. C'est un budget. Donc, la discipline budgétaire consiste à respecter ce budget-là. Maintenant, si vous avez une dépense qui n'est pas prévue au budget et qui ne peut pas être financée par un élément hors budget, si vous l'exécutez, ça veut dire qu'il y a un poste de budget que vous ne pouvez pas réaliser. C'est tout simple. Et donc, c'est la rigueur budgétaire qui va vous aider à tenir le budget. Et c'est parce que vous respectez le budget que vous pouvez en fait respecter vos indicateurs de performance ou respecter en fait le développement de l'activité ou vous donner les moyens de pouvoir en fait vous développer tel que vous l'avez envisagé. Donc, la discipline, c'est vraiment un élément important. Et qu'est-ce qui fait, quels sont les pièges en fait qui nous empêchent de discipliner? C'est parce que souvent on fonctionne au sentiment et à l'émotion. On confond sentiment, business, entreprise. À partir du moment où on est dans une démarche où on a un objectif à atteindre, les sentiments n'ont rien à faire avec cette histoire-là. S'ils viennent nous empêcher d'atteindre notre résultat. On est souvent très sentimentaliste. Dans la poche, j'ai 10 000 francs dans ma poche, j'ai des dépenses équivalentes à 10 000 francs, donc je n'ai aucun surplus. Quelqu'un vient me voir pour me dire, tiens, il y a eu un mariage, il faut cotiser. Ou de dire, non, je n'ai pas cotisé pour l'instant, je n'ai pas les moyens de cotiser pour le mariage. Non, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre dans notre budget pour cotiser, alors que cette dépense-là n'a pas été budgétisée. Et donc, on a manqué de discipline budgétaire. C'est quoi la conséquence? C'est qu'il y aura une ligne budgétaire qui ne pourra pas être honorée à la fin du mois. Donc, la discipline suppose donc la rigueur. Ça suppose donc de pouvoir ne pas trop écouter ses sentiments. Parce que c'est ça, ça nous perd souvent. Les sentiments, hein, quand on fonctionne qu'aux sentiments, ça nous perd souvent. Donc, il faut gérer le sentiment au moment où il faut le faire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de sentiments, mais il faut séparer les routes. Il ne faut pas tout mélanger en même temps. Ce n'est pas parce que je ne te donne pas de l'argent que je ne t'aime pas. Non. Je ne te donne pas parce que je n'ai pas prévu de te donner ou parce que je n'en ai pas tout simplement. Ici, en général, on a tendance à dépenser sans tenir compte d'une ligne budgétaire, sans regarder est-ce que ça rentre dans mon budget, est-ce que c'est prévu ou pas. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette rigueur-là qui est indispensable quand on va avoir une discipline. Et c'est la discipline qui nous permettra de pouvoir gérer correctement nos affaires et de faire croître nos entreprises. Alors, les pièges à éviter pour être discipliné, c'est justement le sentiment. Mettre du sentiment partout et n'importe comment. Avoir pitié, etc. Voilà. Je ne dis pas de avoir pitié, mais quand le sentiment vient nous sortir de notre projet, mais de manière conséquente, ça doit nous interpeller. Les pièges aussi à éviter, à part les émotions, c'est de pouvoir en fait ne pas respecter en fait ses propres valeurs à soi-même, qu'on s'est fixé à la base. D'accord? Donc vraiment, ce qui nous met sur les rails, c'est aussi, c'est nos objectifs, c'est aussi les valeurs qui nous guident et qui nous portent et qui nous aident aussi à rester disciplinés. Donc, les pièges à éviter, c'est ne pas fonctionner aux émotions, ne pas faire comme les autres font. Souvent, on veut faire comme les autres. Ah, lui, là, je sais pas, il a acheté, je sais pas moi, une sneaker blanche. Moi aussi, je veux la même chose. Non, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes budgets. Donc, premier piège à éviter, les émotions. Deuxième piège à éviter, faire comme les autres ou copier bêtement ce que les autres font. Quatrième piège à éviter, ne pas avoir honte. Si je n'ai pas les moyens de m'acheter une chaussure neuve, je garde ma vieille chaussure. Et je n'ai pas honte de me donner des chaussures tant qu'elle arrive, tant qu'elle permet de me déplacer. Donc, troisième piège à éviter, ne pas avoir honte ou vouloir bien paraître aux yeux des autres. C'est ça les pièges qui nous poussent à manquer de discipline. Quatrième piège, c'est le manque d'engagement.
qui nous poussent à manquer de discipline. Donc, je nous invite tous à pouvoir regarder tous ces pièges-là et les corriger au fur et à mesure pour ne pas tomber dans le piège du manque de discipline, piège qui nous empêche d'avoir une éducation forte. Et quand on a une éducation qui n'est pas costaude, ben on a du mal à pouvoir gérer correctement ses activités entrepreneuriales. Dernier point, en termes d'éducation, apprendre, et j'en ai parlé un tout petit peu au préalable, mais je voudrais vraiment faire un élément à part, c'est notre capacité à résister à la pression sociale. On vit dans des sociétés où, socialement, il y a des habitudes, il y a des rituels, il y a des us, il y a des comportements, il y a des coutumes, etc. Il faut vraiment faire attention et ne pas mettre systématiquement en priorité les habitudes qui nous empêchent de nous réaliser. Je donne un exemple. Il faut apprendre à dire non quand on ne peut pas faire les choses. Souvent, on ne sait pas dire non parce qu'on veut faire plaisir, on veut respecter une coutume, une tradition, etc. etc. Donc, je pense que on a besoin... Alors, je n'appelle pas à la révolution, c'est pas ça, mais chacun doit réfléchir à son niveau à en quoi est-ce que le respect de cette tradition-là ou de cette pratique-là vient perturber mon propre développement ou mon développement communautaire. Et si ça perturbe, si ça handicape, posons-nous des bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine de perturber mon développement, celui de ma communauté, parce que je veux respecter une façon de faire qui peut-être même nous empêche d'évoluer, de progresser. Donc j'appelle vraiment cette éducation-là à résistance à la pression sociale et amicale. D'accord? Une capacité en fait de juger, de raisonner et de ne pas reproduire systématiquement les mêmes choses sans se poser des questions. J'ai mon entreprise. Peut-être que celui qui gérait avant moi, peut-être que tous les mois, il prenait dans la caisse, au plus, c'est-à-dire il prenait l'argent dans la caisse. C'est parce qu'on a fait ça depuis longtemps que ça veut dire que c'est une bonne chose. Une habitude n'est pas forcément quelque chose qui permet à l'entreprise de se développer ou de performer. Donc, j'appelle donc à la capacité en fait à résister aux pressions sociales, familiales, environnementales qui peuvent nous empêcher de pouvoir nous développer. Et ça, c'est dans l'éducation qu'on a. C'est-à-dire notre capacité à dire, je vais réfléchir, et si je vois que ça ne m'arrange pas, je dis non. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est méchant. On dit non parce que ça ne correspond pas à sa propre démarche ou à la démarche collective de développement. Donc, s'il vous plaît, apprenons à dire non quand le oui nous handicape et nous perturbe à moyen et long terme. Dire non, ce n'est pas être méchant. Parfois, pour avancer dans la vie, il faut savoir dire non. Et c'est vraiment à ça que je voudrais nous interpeller pour qu'on apprenne à résister et à dire non quand c'est nécessaire et à ne pas percevoir le non comme étant une insulte à la société ou comme étant un signe de faiblesse. Le non est parfois nécessaire pour pouvoir assurer notre développement et celui de notre communauté et celui de notre entreprise. Voilà les différents éléments de l'éducation que j'ai voulu aborder avec vous. Vous voyez que je n'ai pas du tout abordé l'éducation au sens de la gestion d'entreprise, mais vraiment au sens des valeurs fortes, des apprentissages, des attitudes qu'on développe de l'enfance jusqu'à la période adulte et qui sont indispensables pour nous aider en fait à mettre en place, à structurer, à développer et à fructifier nos activités et nos business respectifs. J'espère que j'ai été claire, que ça a été enrichissant pour vous. Si vous avez des questions, je vous invite à nous adresser et j'y répondrai avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de vous porter magnifiquement bien et de continuer à respecter les gestes barrières. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule ESIC Entrepreneuriat.